L'Égypte essaye toujours de construire un être humain tout à fait fort, mais aussi un État égyptien tout à fait puissant. Mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe à votre fenêtre sur les grands sujets qui touchent la scène égyptienne, bien sûr, durant les derniers jours, ou avec plus de précision, durant les dernières 24 heures même. Merci beaucoup tout d'abord pour nous rejoindre à travers Nile TV International. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons faire une sorte de vision du panoramique en ce qui concerne toutes les actualités qui ont touché la scène égyptienne, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, l'amélioration de l'économie égyptienne, les rapports qui parlent de cela, mais aussi dans le domaine des découvertes gazières, dans le domaine même des manœuvres, bien sûr, militaires, conjointes avec de différents pays du monde. Et enfin, le tourisme en Égypte, est-ce que c'est un secteur en prospérité d'après les nouvelles et les actualités qu'on observe chaque jour? Donc, ce sont toujours des dossiers dont on va bien sûr discuter et qu'on va même proposer durant cette nouvelle édition de Direct. Donc, aujourd'hui, dans le premier dossier qu'on a, c'est le dossier de la santé. Avec plus de précision, le président égyptien Fattah al-Sisi a tenu une réunion hier mercredi regroupant le Premier ministre Moussa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Mouaïd et la ministre de la Santé et de la Population Hala Zaïd. La réunion a porté sur le volet stratégique adopté par le ministère de la Santé, consistant à mettre un terme aux listes d'attente de cas urgents dans les hôpitaux égyptiens, d'une part, et à mettre en œuvre le nouveau système d'assurance maladie universelle dont le gouvernorat de Port Saïd de l'autre. Ici, c'est exhorter les responsables concernés à mettre en place un système impeccable d'assurance maladie prenant en considération tous les aspects de tout ordre, à savoir technique, humain et médical, afin de garantir un service médical de haute qualité. Le leader égyptien souhaitait que ce nouveau dispositif pouvait marquer une nouvelle page de services sanitaires en Égypte conformément aux critères mondiaux, tout en œuvrant à la pérennité de ces services de bonne qualité. Le projet national d'assurance maladie universelle est une preuve probante que le secteur médical en Égypte figure désormais au cœur du plan stratégique de l'État égyptien visant à construire un individu physiquement et mentalement sain. Et si dans ce cadre exigé la poursuite des initiatives visant le traitement des malades, tout en allégeant le fardeau financier pesant sur eux du fait que la bonne santé des citoyens aura des impacts positifs sur le plan social et économique de la population. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, également, le président Fattah al-Sisi a reçu le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Dr Tedros Adhanom, qui est en visite en 2 jours ici en Égypte. Et bien sûr, il y avait des déclarations tout à fait retentissantes de la part de M. Adhanom. Bien sûr, ce responsable onusien a remis au chef de l'État un rapport de l'OMS sur l'initiative présidentielle intitulée « 100 millions de citoyens en bonne santé » qui vise à éradiquer le virus de l'hépatite C et d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité. Il a rendu hommage à la direction politique et aux initiatives présidentielles lancées dans le domaine, si je peux dire, de services sanitaires. D'autre part, on trouve que le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, bien sûr, a fait des déclarations très importantes aux médias égyptiens. Bien sûr, selon lui, où il a même affirmé que l'un des plus importants facteurs de réussite de cette campagne nationale était le haut sens de responsabilité dont il fait montrer l'État égyptien envers ses citoyens. Il a révélé que l'OMS étudiait les moyens de tirer profit de l'expérience égyptienne à cet égard pour lancer une campagne similaire dans d'autres pays. Pour sa part, le représentant de l'organisation onusienne en Égypte a rappelé même que l'OMS avait opéré une transformation qualitative dans la mise en œuvre des programmes de santé publique en Égypte. Selon lui, l'organisation onusienne soutenait l'initiative 100 millions de citoyens sains et toutes les autres initiatives qui en sont issues sous les auspices
du chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, en présentant les soutiens techniques nécessaires en coopération avec le ministère égyptien de la Santé et de la Population. Donc, nous avons en ligne de l'Interview international Dr Mohamed Nasr, qui est bien sûr tout d'abord un membre très éminent au sein du parti l'OFD, mais aussi c'est le président de l'Ordre des médecins à Gizeh. C'est pourquoi c'est un homme qui est impliqué, bien sûr, dans les affaires du secteur médical en Égypte. Docteur Mohamed Nasr, tout d'abord, bonsoir. Merci beaucoup. Je vous entends très bien. Merci beaucoup pour votre intervention téléphonique tout d'abord. Qu'est-ce que vous dites? Oui, merci pour votre intervention téléphonique. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, merci beaucoup. Et donc, il y a des éléments tout à fait très importants afin que de tels programmes ou de telles initiatives lancées par l'État égyptien afin de lutter contre des maladies chroniques comme l'hypertension, contre l'obésité, contre le diabète, contre bien sûr l'hépatite C. Il y a des facteurs qui doivent être bien sûr être très essentiels dans l'application de tels programmes. D'après vous, quels sont ces facteurs? Est-ce que ce sont l'élément humain, par exemple les médecins? Est-ce que ce sont l'infrastructure? Est-ce que ce sont cette volonté que l'État égyptien a actuellement afin de, si je peux dire, pousser les affaires à l'amélioration? Vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, c'est une organisation qui chapeaute les soins, les systèmes de santé de par le monde. Par exemple, ils ont deux côtés. Ils font par exemple les classifications, les grandes classifications, les classifications des cancers de sein, les classifications des lymphomes, les classifications des cancers de l'ovaire, etc. C'est eux qui mettent les guides pour les différents moyens thérapeutiques. Mais en même temps, ils sont très importants pour l'instauration de systèmes de prévention, de dépistage précoce, etc. Oui. Et le fait que l'organisation, l'OMS, apprécie la politique de santé en Égypte prouve que nous sommes sur le droit chemin, que nous sommes au début d'une longue marche où on a commencé à faire les premiers pas. Ces premiers pas, ce sont les dépistages précoces, ce sont l'éradication des maladies virales, c'est le dépistage aussi des maladies virales et le dépistage des maladies. En période d'initiative, c'est parce que les initiatives remplacent l'instauration du système global de la santé qui va être instauré bientôt, qu'on a commencé par Port Saïd, et après va s'étendre sur tout le territoire. Oui. Donc nous parlons actuellement d'une sorte de restructuration du secteur médical et de restructuration du système d'assurance médicale au sein de la société égyptienne. Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que l'installation ou le début de l'application de la nouvelle loi de la sécurité sociale globale, c'est un pas vers l'avant. L'application de cette loi, elle entame deux grands axes. Le premier axe, c'est le traitement, et le deuxième axe, qui est l'essentiel et qui est la base, c'est le dépistage précoce et la prévention, et qui passe par le système de médecins de famille. Oui. Et je crois que ce système est en train d'être instauré. On a commencé par le gouvernorat de Port Saïd, et après ça va s'étendre d'ici quelques années, ça va s'étendre sur tout le territoire. Oui. Par exemple, les médecins de famille dans leur cabinet vont être équipés par l'informatique. Ils peuvent avoir un genre d'archive de l'état de santé de tous les citoyens qu'ils examinent. Et par conséquent, étant donné qu'ils sont reliés à d'autres médecins,
et les gouvernements seront liés entre eux, on va avoir un plan panoramique de la santé des Égyptiens, ce qui nous permettra de faire des recherches, ce qui nous permettra de remodifier le plan de santé, ce qui nous permettra de dépister un certain type de maladie ou la présence d'une maladie endémique, etc. Oui. Je crois que nous sommes sur le bon chemin, oui. Et il faut attendre, et j'espère que d'ici quelques années, oui. Bien sûr, vous êtes un cardiologue. Oui, bien sûr, vous êtes un cardiologue tout d'abord et syndicaliste, mais aussi un membre très éminent au sein du parti l'Ouest. C'est pourquoi, d'après votre point de vue, comment vous trouvez de telles initiatives, de tels programmes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle? C'est-à-dire comment nous essayons non seulement de financer les gens à travers l'argent, mais avec plus de précision, nous essayons de lutter contre la pauvreté à travers une bonne qualité d'enseignement, une bonne qualité de santé et même la création d'opportunités de travail pour tout le monde. Vous savez, ce projet gigantesque de la restructuration du système de santé va être rémunéré en premier lieu par les cotisations. Or, chaque citoyen porteur d'une carte d'identité va payer sa cotisation. Mais le citoyen qui est citoyen démuni, l'État va lui payer sa propre cotisation. Et c'est pour ça que je vous dis que tous les citoyens, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, ils vont être couverts. Ceux qui peuvent cotiser vont payer leur cotisation en fonction de leur revenu global. Ceux qui ne peuvent pas payer, l'État va prendre en charge leur cotisation. Oui. Et donc ça, c'est un système d'équilibre social, d'instaurer un genre d'équilibre social entre les différentes couches sociales. Oui, je sais également que vous travaillez dans l'institution de Nasser, qui est si je peux dire, un centre médical. L'Institut de cardiologie, c'est pas l'Institut Nasser, l'Institut de cardiologie. Oui. Actuellement, on trouve que le président a donné des directives de mettre un terme aux listes d'attente des cas urgents dans les hôpitaux égyptiens et en même temps d'alléger les fardeaux financiers en ce qui concerne bien sûr le soin médical. Donc, encore une fois, comment vous trouvez de telles si je peux dire, de telles déclarations, de telles instructions présidentielles afin de donner un espoir à tout le monde, aux pauvres notamment? Écoutez, de toute façon, il y a beaucoup moins de listes d'attente maintenant. Par exemple, à l'Institut de cardiologie, le malade, comme vous savez, il y a 3 types de malades. Il y a le malade d'urgence, c'est-à-dire qu'il doit être opéré le même jour, en même temps. Il y a le malade urgent qui doit être opéré dans la semaine qui suit sa présentation, oui. Et le malade à froid qui peut attendre 1 mois, 2 mois, etc. Or, maintenant, avec le développement et la création de centres partout en Égypte, les listes d'attente sont à l'Institut de cardiologie, parce que c'est le centre le plus important, la liste d'attente est de 2 semaines, même 1 mois au maximum. Tandis que dans d'autres centres, dans d'autres universités, surtout dans les universités de province, ils n'ont pas de liste d'attente. Ils attendent le malade pour l'opérer. Oui. Donc, en ce qui concerne. Par contre, en ce qui concerne les malades d'urgence, ils sont opérés tout de suite. Un malade qui a une dissection de l'aorte qui arrive à l'urgence, il est opéré le même jour. Un malade qui est porteur d'une prothèse valvulaire cardiaque et qui s'obstrue avec un thrombus, etc., il est opéré dans l'heure qui suit sa présentation. Un malade qui développe un infarctus et qui arrive, et tout de suite, on lui fait la coronaro et puis il lui débloque l'artère par les cardiologues. Oui. Et ce qui est plus intéressant maintenant, vous savez, ce sont les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Oui. À l'époque, lorsque des gens développaient un accident vasculaire cérébral, ils devenaient handicapés à vie, ils devenaient inéplugiques, etc.
Maintenant, si la personne a un accident vasculaire cérébral, s'il arrive à l'hôpital dans les 4 heures ou dans les 4 à 6 heures après le développement de l'AVC, tout de suite il est pris en charge, on lui donne un fibrinolytique qui va dissoudre le thrombus, et ensuite on va avec un cachet, et on va débloquer l'artère bouchée dans le cerveau, et le malade le lendemain est récupéré. Et ça, même si le coût de cette intervention est élevé, à long terme, il baisse le coût de la santé. Oui, et tout cela, je crois, gratuitement, n'est-ce pas? Dans les centres gouvernementaux, c'est fait soit aux frais de la sécurité sociale qui est rémunérée par les cotisations, soit par la prise en charge par l'État, soit aux frais du patient. Ouais. Donc il y a jusqu'à maintenant, en attendant l'application de la loi de la sécurité sociale globale, il y a 3 types de malades. Il y a que soit le malade qui paie, soit qu'il est pris en charge par la sécurité sociale, couvert par la sécurité sociale, soit qu'il soit couvert par son travail ou par son assurance privée, ou soit qu'il soit pris en charge par l'État. Il fait une demande et cette demande, il a un décret de prise en charge dans la semaine qui suit. Oui, docteur Mohamed Nas, merci beaucoup pour nous avoir bien sûr expliqué cette expérience égyptienne et cette restructuration dans le domaine de la santé ici, dans le domaine du système sanitaire ici en Égypte, afin bien sûr d'avoir un élément humain sain, très efficace dans cette équation économique, politique, militaire. Et tout cela, bien sûr, mène à l'intérêt de l'Égypte, ou plutôt une nouvelle Égypte tout à fait forte et jeune. Très rapidement, chers téléspectateurs, je dois même vous rappeler qu'aujourd'hui, le président Sisi a reçu la présidente du Parlement togolais. Cette dernière a rendu hommage au dernier développement économique survenu récemment en Égypte et à la restauration de la paix, mais aussi de la sécurité dans le pays. Le chef de l'État, pour sa part, mis l'accent sur le rôle axial joué par la femme égyptienne dans les différents domaines de la vie. Bien sûr, il y avait des discussions en ce qui concerne plus d'intensification de coopération entre le Togo et l'Égypte. Et donc, c'est un point tout à fait très intéressant. Mais également, il y avait un message très important lancé par le président égyptien Fattah Sisi au 7e sommet de la TCAD. Bien sûr, c'est la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui va bien sûr être tenue à partir du 28 jusqu'au 30 août à Tokyo. Donc plus d'explications avec notre collègue Rim Samir. Et après cela, bien sûr, on va procéder à d'autres actualités qui ont, si je peux dire, touché la scène économique de l'Égypte. Dans un message publié lundi sur le site officiel du ministère nippon des Affaires étrangères, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, avait prouvé depuis son lancement en 1993 être une des importantes tribunes rassemblant les divers partenaires face à un seul objectif, celui du développement de l'Afrique en soutenant ses aspirations et ambitions. L'intégration économique en Afrique a démarré depuis la création de l'Union africaine, a noté le chef de l'État, rappelant que l'adoption de l'agenda africain 2063 et le lancement de la zone de libre-échange africaine continentale constituaient une pierre angulaire des démarches africaines visant à mieux consolider l'intégrité économique en Afrique. El-Sisi a également affirmé que l'Union africaine est parvenue pendant des années à définir des objectifs et des aspirations de l'Afrique qu'elle a insérés à l'agenda 2063 pour être en tête des projets de développement durable dans le continent. El-Sisi a annoncé dans son message que l'Égypte ambitionne d'établir une coopération fructueuse avec la TICAD et les autres partenaires stratégiques de l'Afrique pour soutenir les efforts visant à réaliser les aspirations et les objectifs. Le chef de l'État a conclu en disant n'avoir aucun doute du fait que la TICAD poursuive ses succès en se focalisant sur les besoins et les priorités du continent africain et en exploitant les points forts de ses partenaires.
Donc toujours en ce qui concerne notre dossier économique, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui s'est réuni avec le ministre de la Communication Amr Talat pour examiner la situation exécutive des projets de TIC, dont à leur tête le transfert du gouvernement vers la nouvelle capitale administrative, ainsi que l'automatisation des ministères en collaboration avec les entreprises mondiales. Ces démarches sont entreprises dans le cadre du plan de la transformation vers le numérique en Égypte. Dans ce cadre, le président a donné pendant les derniers jours même des directives de lancer le portail gouvernemental de la carte unifiée d'investissement industriel durant le mois de septembre en vue d'assurer le développement du secteur de l'industrie étant un des piliers de l'économie nationale. Le chef de l'État a également demandé de renforcer la promotion des petites et moyennes entreprises étant un des mécanismes de l'État fournissant d'emplois, notamment des industries à haute intensité de main-d'œuvre, dont le textile et les meubles et l'industrie du cuir. Lors de cette réunion, le président a exigé de poursuivre la création de cités industrielles intégrales, tout en prenant en considération les avantages de telles cités qui offrent des industries qui alimentent les différents secteurs et une formation professionnelle adéquate. Si je peux dire, autre information tout à fait intéressante, une usine de voitures électriques en Égypte en partenariat avec les Chinois. L'information avec plus de détails, le ministre du secteur des Affaires publiques, Jem Tawfir, a annoncé la coordination avec la deuxième plus grande des sociétés de voitures électriques pour organiser une visite d'une délégation égyptienne au siège de la société en Chine plutôt. L'objectif de la visite sera de signer un mémorandum d'entente pour l'installation d'une usine de voitures électriques en Égypte en partenariat avec l'entreprise de voitures Nasr. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion, bien sûr, en cet égard, dimanche dernier, avec le ministre Jem Tawfir pour discuter d'un certain nombre de dossiers concernant le secteur de l'agriculture et de l'industrie. L'Égypte, en fait, est en phase de transition inédite vers une société digitale. Je crois que c'est ce qu'a annoncé, bien sûr, récemment le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication à propos de cette transformation tout à fait très importante pour plus d'amélioration de l'économie égyptienne. Le ministère a souligné que cette transition n'était pas seulement la responsabilité du ministère, mais aussi une responsabilité conjointe de la part du gouvernement, des organisations et de la société civile et du secteur privé. Ces déclarations ont été faites lors d'une cérémonie organisée par la faculté d'ingénierie de l'université d'Alexandrie à l'occasion du jubilé d'or du département de l'informatique des systèmes automatisés. Le ministère a indiqué qu'un large éventail de services publics numériques serait lancé à la fin de l'année en cours dans le gouvernorat de Port Saïd, tant que projet pilote pourra être déployé par la suite dans le reste des gouvernorats. Selon le ministère, ces services seraient disponibles par le biais des plateformes numériques et des applications mobiles. Le gouvernement est soucieux de moderniser le système douanier, de réduire les frais, le temps de douanement des marchandises, de renforcer même le contrôle sur les postes frontières de manière à faciliter le mouvement commercial international et à améliorer le classement de l'Égypte sur l'indice de la Banque mondiale. Donc ce sont toujours des déclarations, des mêmes affirmations lancées par le ministre égyptien des Finances, Mohamed Moït, durant les derniers jours. Dans des déclarations, M. Moït a fait savoir que des accords seraient signés prochainement avec certains pays pour jeter les bases d'une coopération commune dans l'appréciation des marchandises, des marchandises, le calcul des taxes à payer et le traitement des infractions. M. Mariette a par ailleurs indiqué que les douanes égyptiennes et américaines avaient achevé l'avant-projet de l'accord douanier entre les deux pays en prévision de le porter devant les organes pertinents pour révision et prendre les mesures nécessaires pour son entrée en vigueur. Les exportations égyptiennes pétrolières ont atteint 37 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2019.
C'est ce qu'a dévoilé donc vendredi un rapport rédigé par l'Autorité générale pour le contrôle des exportations et des importations. Selon le rapport, 5 conseils ont connu une hausse remarquable du taux d'exportation. Le conseil d'exportation de produits agricoles se place en tête avec des exportations enregistrant 1,75 milliard de dollars au cours du premier semestre de 2019 par rapport à 1,446 milliard de dollars lors de la même période de 2018, suivi par les exportations du conseil d'exportation des livres qui ont atteint 7,156 millions de dollars par rapport à 6,670 millions de dollars. Les exportations du Conseil des industries alimentaires ont occupé la 3e place, le chiffrant ainsi à 1,559 milliards de dollars lors du premier semestre de l'année. Ont occupé successivement les 4e et 5e places, le Conseil d'exportation des prêts apportés et le Conseil d'exportation des industries médicales. À travers donc toute, si je peux dire, cette amélioration, si je peux dire, ces actualités et cette évolution dans le monde de l'économie égyptienne, on trouve que des rapports très intéressants qui ont rendu hommage à la performance de l'économie égyptienne sont bien sûr apparus durant le mois d'août. Par exemple, on trouve qu'Hermès a dit que l'économie égyptienne, c'est la meilleure des marchés émergents. D'autres rapports, bien sûr, proposés par l'Institut de Harvard pour le développement international, parlent d'une Égypte qui deviendra l'une des économies les plus dynamiques au niveau mondial. Bien sûr, si je peux dire, rapport de la part de Bloomberg qui ont affirmé que l'économie égyptienne est plus rapide au Moyen-Orient en matière de croissance et que les marchés égyptiens sont la destination la plus prisée au niveau des marchés émergents et que les investisseurs préfèrent et choisissent pour y implanter leurs affaires. D'autres rapports, bien sûr, ont parlé de cette évolution dans l'économie égyptienne, comme, je crois, Morgan Stanley, oui, bien sûr, Morgan Stanley a même jeté la lumière sur cette amélioration. Donc, pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne ce qui a été marqué dans le rapport d'Hermès, je dois bien sûr vous inviter à regarder ce reportage. Bien sûr, on va essayer d'analyser un peu plus de tels indices. Dans un rapport, le groupe financier égyptien Hermès a indiqué que la bourse du Caire serait témoin de grands changements dans la prochaine période avec la prise de mesures incitative susceptible de donner un dynamisme important prévu pour la fin de l'année qui, selon le groupe, sera dû en premier lieu à la fluidité du marché durant les semaines prochaines et aux prévisions de la Banque centrale d'Égypte de réduire le taux d'intérêt fin août et durant le mois de septembre à la lumière du recul record de l'inflation. Le rapport a également prédit une poursuite du rythme de réduction du taux d'intérêt pour une période plus longue, soutenue par la fin des mesures de réforme monétaire et avec la tendance à la baisse de l'inflation depuis janvier 2018 et la hausse de la livre égyptienne d'environ 8% par an, espérant qu'elle ne subira aucune dévaluation dans l'avenir. Dans un rapport, l'agence économique et financière américaine Bloomberg a souligné que l'Égypte était pionnière en matière de lutte contre la pauvreté, vu que cette dernière reste le plus grand défi à relever. Le rapport indique parallèlement que le taux d'inflation et le déficit budgétaire reculent et que la bourse égyptienne était considérée parmi les meilleures du monde au point de vue performance. Bloomberg note en outre que le rythme de la croissance économique en Égypte s'était accéléré depuis le début de la mise en œuvre des réformes économiques vers fin 2016, au moment où le Fonds monétaire international a loué le remarquable progrès de l'Égypte réalisé sur le plan économique. Le rapport de Bloomberg souligne que la réduction de la subvention sur l'alimentation et les carburants avait aidé à épurer les ressources financières du gouvernement et à limiter ses charges et ses dettes. Le FMI a même prévu la baisse des taux de déficit financier à moins de 5% du total du PIB durant l'exercice 2021-22.
Les réformes économiques menées par l'Égypte l'ont transformé en un des pays gagnants et prometteurs sur le plan des marchés émergents, ajoutant toujours dans le même rapport. Donc nous avons actuellement en ligne de l'antenne internationale Dr Amr Saleh, qui est bien sûr un professeur d'économie politique. Vous êtes toujours le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci monsieur. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour cette intervention téléphonique. Et bien sûr, ma grande question porte sur comment vous avez analysé, observé les remarques qui ont été soulignées à propos de l'économie égyptienne dans de tels rapports comme Hermès, Morgan Stanley, Harvard et Bloomberg en ce qui concerne bien sûr la performance de l'économie égyptienne. Les derniers rapports publiés par les institutions financières internationales remarquent la hausse et l'augmentation, et ce n'est pas seulement une augmentation, mais c'est un bond en avant, un pas en avant grandiose, Oui. car vous savez, aller à un taux de croissance et franchir la barre des 5%, après avoir enregistré, après la révolution en 2011, un taux de croissance catastrophique de 1,5%, et donc arrivé après quelques années à 5,5%. Et les rapports internationaux et les institutions financières, ainsi que la Banque mondiale et le FMI, notent une croissance au cours des 2-3 prochaines années, Oui. aux alentours de 7%. Et j'ai même entendu des chiffres qui prévoit un taux de croissance de 8% au cours des 5 prochaines années. Et donc, avec les réformes structurelles, avec la diminution du chômage, avec toutes les réformes entreprises difficiles d'ailleurs, et des réformes économiques et sociales, et non seulement économiques, Oui. entreprises qui ont fait de l'Égypte, si je puis dire, un élève exemplaire et un modèle exemplaire de réforme économique, contrairement à ce que beaucoup d'institutions financières pensaient en 2011-2012, après la Révolution et après les événements catastrophiques de l'Égypte. Surtout qu'avant la Révolution, on était arrivé à un taux de croissance de 7%, on est tombé à 1,5%. Ouais. Donc, arriver à ce taux de 5, 6... Oui, aujourd'hui, on parle de grandes prévisions en ce qui concerne la croissance économique. Pourquoi, d'après vous, quels sont les axes essentiels selon lesquels, par exemple, de tels rapports parlent d'une croissance plus rapide, plus grande, et ainsi de suite? Les résultats reviennent essentiellement à cette concertation sociale qui se trouve dans la société égyptienne, le citoyen égyptien qui a souffert, Oui. mais qui avait compris que c'était le seul chemin et la seule barrière à franchir pour arriver à un avenir prospère. Oui. Et surtout qu'on était arrivé, on était dans un tunnel, et je crois que beaucoup d'observateurs pensaient que l'Égypte n'arriverait jamais à se redresser et à retrouver un taux de croissance, surtout que nous avons souffert de problèmes non seulement économiques, mais politiques et sociales, avec des dettes énormes. Vous vous rappelez, si ma mémoire m'échappe, des dettes énormes en 2013-2014. Ouais. Et puis l'arrivée à un taux de record du dollar en parité avec la livre égyptienne. Ouais. Et tout se redresse actuellement avec le taux de chômage qui baisse, le taux très rapidement, s'il vous plaît. d'inflation qui baisse. Et pour revenir à votre question, je crois que le citoyen égyptien et la concertation politique et sociale est la seule cause de succès de ce programme de réforme économique merci. et social. Oui, et surtout le volet social. Bien sûr, bien sûr.
Et donc, mais merci beaucoup pour cette, si je peux dire, cette remarque tout à fait intéressante. Bien sûr, l'élément humain, c'est l'élément le plus efficace dans n'importe quelle équation. Donc, dans toute équation, comme il a été marqué par, ou souligné même par le docteur Amr Saleh. Actuellement, nous devons procéder à une autre nouvelle tout à fait intéressante. C'est le Comité suprême des eaux du Nil qui a tenu mercredi, c'est-à-dire hier, une réunion présidée par le Premier ministre Moussa Madbouli en présence des ministres des Affaires étrangères Samah Choukri et de l'irrigation et des ressources hydrauliques Mohamed Abdelati. En fait, le porte-parole du Conseil des ministres Nader Saad a déclaré que le comité suprême avait longuement discuté des différentes étapes de négociation entre l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie sur le barrage de la Renaissance sans parvenir à un accord. Il a souligné à cet égard que l'Égypte avait soumis une proposition technique et équitable qui tient compte des intérêts de l'Éthiopie et de ses besoins en électricité du barrage sans nuire aux intérêts de l'eau égyptienne. Selon le porte-parole, le comité a souligné l'importance de l'achèvement des négociations conformément à un calendrier précis, d'autant plus que l'Égypte avait demandé à l'Éthiopie de modifier la date de la réunion ainsi des trois pays prévus le 19 et 20 août pour se tenir les 15 et 16 septembre afin de parvenir à un accord sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage. Actuellement, nous devons tout de suite passer à d'autres nouvelles en ce qui concerne la sécurité. Et cette fois-ci, on trouve que des éléments des forces armées égyptiennes participent aux manœuvres conjointes, même en même temps, si je peux dire. On trouve que ces dernières 24 heures, il y avait des informations en ce qui concerne plus d'intensification de coopération égypto-allemande en matière de sécurité, en matière même de l'industrialisation dans le domaine de la sécurité. Mais on doit jeter plus de lumière sur les éléments des forces armées égyptiennes qui ont participé en manœuvre conjointe baptisée Défenseurs de l'Amitié 4. Et qui ont quitté même mardi la Russie, des parachutistes égyptiens, des troupes aéroportées russes et biélorusses participent à ces manœuvres conjointes organisées les 19 et 29 jusqu'au plutôt 29 août en cours. L'exercice Défenseur de l'Amitié 4 intervient dans le cadre des manœuvres conjointes effectuées par les forces armées égyptiennes en collaboration avec celles des pays frères et amis pour renforcer la coopération militaire et échanger les expériences conformément aux nouvelles tactiques et méthodes de combat. Donc actuellement, je dois vous donner une toute petite pause. Et après cela, bien sûr, on va s'en retrouver. Donc actuellement, nous devons passer tout de suite à une autre information tout à fait importante en ce qui concerne la hausse de la production pétrolière et gazière en mai dernier. C'est en Égypte. C'est le rapport de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPAS qui a révélé cette augmentation de la production du pétrole et du gaz naturel en mai dernier par rapport à la production moyenne au cours de la même période de l'année dernière. Le rapport de CAPMAS a révélé que la production du pétrole et du gaz naturel a atteint 7,8 millions de tonnes en mai de l'année courante et qu'elle avait atteint 6,8 millions de tonnes au même mois de l'année dernière. Donc, tout de suite, chers téléspectateurs, nous devons vous proposer ce reportage en ce qui concerne, si je peux dire, le tourisme égyptien. Pour l'exercice 2019-2020, le gouvernement égyptien a présenté au Parlement un plan visant à porter les recettes du secteur à 279,4 milliards de livres égyptiennes, soit 15,65 milliards de dollars. Pour le premier semestre 2018-2019, par rapport à la même période l'année dernière, les recettes ont augmenté de 36,4% selon la BCE. Selon le World Travel and Tourism Council, le WTTC, les touristes ont dépensé en Égypte en 2018 218 milliards de livres égyptiennes, soit 12,2 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement table sur la hausse des arrivées de touristes dans le sillage de la reprise du secteur enregistrée au cours de ces dernières années. Ainsi, après avoir reçu 11,35 millions de touristes en 2018, le gouvernement égyptien table sur 11,7 millions de touristes
touristes pour 2019. Un chiffre qui pourrait être largement dépassé. À ce titre, en plus de la promotion de la destination auprès des pays émetteurs, un accent est mis aussi sur l'acheminement des touristes. Ensuite, le gouvernement table sur l'augmentation de la durée moyenne du séjour des visiteurs pour faire dépenser davantage. L'Égypte compte aussi sur la diversification de son offre produit. Alors que le tourisme égyptien repose principalement sur deux segments traditionnels, le tourisme culturel qui bénéficie d'un patrimoine historique unique et le tourisme balnéaire en mer Rouge et en mer Méditerranée, le pays investit massivement dans d'autres segments touristiques. C'est le cas du tourisme médical qui va bénéficier d'importants investissements pour faire du pays une destination de premier rang au niveau du continent. Ainsi, une cité pharaonique exclusivement dédiée au tourisme médical sera construite dans la banlieue du Caire avec un investissement de 20 milliards de livres égyptiennes, soit 1,2 milliard de dollars. Ce segment touristique nécessite des durées beaucoup plus longues et des dépenses plus conséquentes. Enfin, rappelons que le tourisme a contribué à hauteur de 11,9% au PIB de l'Égypte en 2018, avec une contribution de 529 milliards de livres égyptiennes, soit 29,6 milliards de dollars. En fait, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne les autres informations qui ont touché bien sûr la scène du tourisme ici en Égypte. Mais si je peux dire, Big Seven Travel a dit que Aguiba Mars Matrouh, une des 50 meilleures plages du monde, CNN a dit que la nouvelle cité de l'Alamin jouit du plus de beau littoral du monde qui séduit des touristes de 4 coins de la planète. La presse suisse a dit que le président Abdel Fattah al-Sisi a transformé l'Alamin d'un désert en une cité grandiose. Donc c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur l'International.